Le 21 juin au matin, le moine va trouver le lit du roi vide. Pendant la nuit, toute la famille royale s'est enfuie de Paris. Le roi décide de partir à Montmédy, rejoindre les princes émigrés et leurs armées dirigées par le marquis de Bouillé. Le roi était déguisé en valet de chambre, tout se passe apparemment très bien, il fait très chaud, il a sans doute pris du retard sur la route parce qu'il s'est arrêté pour pique-niquer, pour boire, ça on va beaucoup le raconter après coup. À la fin de la journée du 21 juin, le roi arrive à Sainte-Menehould où il est reconnu par l'aubergiste et également maître de poste, Drouet, qui a des doutes sur l'identité, donc le laisse partir, mais va le rejoindre à Varennes, où il sonne l'alerte. Et à Varennes, le roi est arrêté dans l'épicerie, auberge également, de Monsieur Sauce. Dès son arrestation, l'Assemblée constituante le suspend de ses fonctions. Il rentre à Paris au milieu d'une foule silencieuse et méprisante qui ne se découvre plus sur son passage. L'abolition de la royauté est désormais à l'ordre du jour. La guerre menace parce que les monarchies européennes voient d'un très mauvais œil cette France turbulente. D'ailleurs, certains révolutionnaires français sont favorables à un conflit pour porter la liberté et la révolution au peuple d'Europe. Louis XVI lui-même n'est pas opposé à la guerre, mais pour d'autres raisons. La guerre, effectivement, est votée le 20 avril 1792 avec l'aval du roi, ce qui peut paraître surprenant puisqu'il déclare la guerre à ses propres parents et à ses soutiens, on peut dire d'une certaine manière. Mais Louis XVI sait très bien qu'en déclarant la guerre, eh bien, la révolution risque de s'effondrer. En effet, les réformes très nombreuses qui se sont enchaînées ont désorganisé, en grande partie, entre autres, l'armée. Il y a une grande contestation qui s'est développée, entre autres, contre les officiers d'origine aristocratique. Et donc Louis XVI pense qu'en encourageant les partisans de la guerre, eh bien, il va entraîner l'effondrement du gouvernement révolutionnaire. Les premières batailles sont catastrophiques pour l'armée française. La tension monte dans la capitale. Dès le 20 juin, la foule rentre dans les Tuileries et met un bonnet phrygien sur la tête de Louis XVI. Et puis, des bruits courent, comme quoi Louis XVI et d'autres aristocrates qui sont encore présents en France comploteraient avec les ennemis de la France. La déchéance du roi est à l'ordre du jour. Mais coup de tonnerre, le chef de l'armée prussienne menace de décimer toute la population parisienne. C'est le manifeste de Brunswick. Le 10 août 1792, tout bascule. Danton prend le pouvoir à l'hôtel de ville. C'est la commune insurrectionnelle de Paris. Les insurgés attaquent les Tuileries. Les combats font plus de 1000 morts. Le roi se réfugie auprès de l'Assemblée, et puis donc la foule s'empare finalement des Tuileries alors que le roi n'y est plus. Et c'est à l'issue bien sûr de cet épisode que finalement prend fin la monarchie constitutionnelle et que la Révolution rentre dans une étape tout à fait nouvelle, une étape beaucoup plus radicale, bien entendu. Louis XVI et sa famille sont internés à la prison du Temple. Cette fois, c'est la fin de la monarchie constitutionnelle. Quelques semaines plus tard, après la victoire de Valmy en septembre 1792, la Première République est proclamée. Sa première mission est de régler le sort du roi. Le procès du roi a lieu devant un tribunal bien singulier. Ce sont les députés de la Convention, la nouvelle Assemblée, qui le jugent. Il s'agit donc d'un procès, disons, politique. Le roi est accusé de conspiration contre la sûreté de l'État. On a découvert dans son armoire de fer des Tuileries sa correspondance avec les monarques européens, mais aussi avec certains de ses généraux. Sa condamnation à mort est votée à une voix près. 361 pour, 360 contre. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793, place de la Révolution. La reine, Marie-Antoinette, subira le même sort 9 mois plus tard. Ce mois d'octobre 1793, c'est la terreur qui est à l'ordre du jour. Les pouvoirs de l'État sont désormais entre les mains des montagnards, dont les hommes forts sont Robespierre, Danton, Saint-Just. Les montagnards, qu'on appelle ainsi parce qu'ils siègent en haut des bancs de l'Assemblée, ont renversé les Girondins, qui jusqu'à présent géraient les affaires de l'État. Ces deux partis politiques, si j'ose dire, sont composés de bourgeois, mais ils n'ont pas la même vision de la Révolution. Les Girondins sont des notables provinciaux proches des milieux d'affaires et du commerce. Les montagnards s'appuient davantage sur les classes populaires et la petite bourgeoisie. Disons que les uns sont à droite, les autres à gauche. Cette expression, elle est née pendant la Révolution française, car en effet, il se trouve que, par coïncidence, les plus radicaux siégeaient à gauche, alors que les plus conservateurs siégeaient à droite. Et on a maintenu, bien sûr, ces deux repères pour désigner les partis politiques jusqu'à nos jours. Les affrontements entre les deux clans ont été nombreux. Avec les Girondins, la situation économique de la France était désastreuse. Le prix du blé ne cessait d'augmenter. Le peuple est descendu dans la rue dénonçant les spéculateurs.
et les sans-culottes, favorables aux montagnards, ont pris d'assaut l'Assemblée. La Convention, en fait, sous la pression populaire, va décréter l'arrestation de quelques dizaines de députés girondins. Ils seront donc incarcérés, certains s'enfuiront en province, se cacheront pendant des mois, et ceux qui ont été arrêtés seront exécutés en octobre 1793. C'est ainsi que les montagnards ont pris le pouvoir, mettant en place un nouveau régime qui veut faire table rase du passé. Et puis, pour lutter contre ce qu'ils appellent les ennemis de la Révolution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, on met en place un gouvernement révolutionnaire avec un comité de salut public doté de pouvoirs exceptionnels. C'est le début de la terreur. Il faut dire que depuis la chute de la monarchie, la province a du mal à suivre les événements qui se passent à Paris. En Vendée, les paysans ont déjà été choqués par l'exécution du roi et les mesures contre le clergé. La réquisition des hommes pour la guerre est l'étincelle qui embrase la région. Les paysans se rebellent. Ils attaquent les forces de l'ordre et se livrent à quelques massacres contre les partisans de la Révolution. C'est le début des guerres de Vendée. Ils ne savent pas se battre contre les gardes nationaux, par exemple, qui tiennent les villes. Et donc, ils vont aller chercher des nobles, des aristocrates, qui sont tous, pour la plupart, d'anciens militaires. Charette, par exemple, qui est un ancien militaire. Néanmoins, pour donner le change, on choisit comme premier généralissime en Vendée un roturier, qui s'appelle Catlino, qui sera donc un peu le représentant de cette armée catholique et royale, car on se bat pour le roi et pour la religion. Cette armée, formée d'hommes inexpérimentés, va pourtant réussir à mettre l'armée républicaine en déroute et à prendre le contrôle de plusieurs villes. D'autres mouvements contre-révolutionnaires se développent dans le Midi, en Alsace, en Normandie ou encore en Bretagne où il prend le nom de chouannerie. À Paris, la Convention prend un décret qui condamne à mort les personnes arborant la cocarde blanche. Puis pour mater l'insurrection vendéenne, on envoie des soldats chargés de brûler tous les villages. On les appelle les colonnes infernales. La première guerre de Vendée, en fait, va se terminer en deux temps. Tout d'abord, premier épisode, décembre 93, les armées vendéennes sont vaincues à Savenay. La guerre reprend tout de suite après, suite aux colonnes infernales, mais en 95, lorsque la terreur cesse à Paris, les Vendéens obtiennent du gouvernement révolutionnaire la possibilité d'une part de ne plus partir à la guerre et d'autre part que leurs prêtres, les prêtres qui avaient refusé finalement de prêter serment à la Constitution, puissent retrouver leur poste. À partir de ce moment-là, les deux revendications essentielles sont satisfaites et les Vendéens rentrent chez eux. On estime que les guerres de Vendée ont fait entre 80 000 et 200 000 morts. Sous le régime de la terreur, qui dit suspect dit condamné à mort. Et les suspects sont nombreux, car la délation est devenue une vertu. Il suffit parfois d'être dénoncé pour être guillotiné, sans vrai procès. Les tribunaux, bien sûr, étant des lieux publics, on peut donc participer au jugement. Donc il y a une pression, déjà de la foule. Les sans-culottes sont plutôt extrémistes. Donc la peine qui est souvent sollicitée, c'est la peine de mort. Il y a un accusateur public assez célèbre, il s'appelle Antoine Fouquier-Tinville, il est redoutable. Et bien entendu, il faut reconnaître que la défense des accusés est très peu présente. Ironie du sort, ceux qui ont instauré la terreur vont eux-mêmes être victimes de cette justice arbitraire et expéditive. Le comité de salut public arrive ainsi à éliminer Hébert, un révolutionnaire extrémiste, qui souhaitait les mesures les plus terroristes, puis Danton, qui à l'inverse souhaitait que le régime de la terreur s'arrête. Lors des procès durant lesquels Danton et Hébert seront condamnés, on s'arrange par exemple pour mêler au sein des condamnés d'autres condamnés qui n'ont rien à voir, pour faire une sorte d'amalgame. On met par exemple des vrais royalistes. En France, pendant la terreur, 17 000 personnes sont guillotinées. La terreur ne s'arrêtera qu'avec la chute de Robespierre, de 9 thermidors en 2. L'incorruptible, comme on l'appelle, est victime d'un complot monté par d'autres montagnards, partisans d'une terreur à outrance, mais qui craignaient eux aussi de figurer sur la liste des guillotinés. Les députés décrètent alors l'arrestation de Robespierre, qui sera guillotiné dès le lendemain avec 21 de ses partisans. Ainsi se termine la période la plus terrible de la Révolution, mais qui, sur certaines idées, fut sans doute aussi la plus généreuse. C'est une époque où l'on voit apparaître des mesures tout à fait étonnantes, tout à fait spectaculaires, même si elles ne suivront pas finalement leur cours. C'est par exemple l'abolition de l'esclavage, qui avait été refusée au début de la Révolution, parce qu'il y avait des intérêts dans les colonies. C'est aussi la loi dite du maximum, où on tente de fixer les prix, d'empêcher cette inflation qui crée bien sûr des conditions extrêmement difficiles au sein du petit peuple de Paris. Et l'on voit apparaître des mesures qu'on pourrait
peut-être appeler des mesures sociales déjà finalement, et on préfère finalement prendre l'argent chez les plus riches et tenter d'assurer, je dirais, le minimum vital pour ce groupe social qui est, il faut le dire quand même, le principal soutien du gouvernement révolutionnaire.